Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire du risque. Donc, je vous remercie pour votre présence. Avant de commencer, j'en profite pour vous rappeler que le webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube en début de semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, nous avons Mélisse Genouel qui nous parlera des pollutions liées aux inondations urbaines. Nous aurons une présentation d'environ une quarantaine de minutes et après un moment pour discuter, questions, discussions à la fin. Donc, Mélisse est docteur en géographie depuis octobre 2025. Félicitations. Elle a soutenu sa thèse intitulée Reconnaître et vivre avec les pollutions causées par les inondations urbaines en France et au Québec à l'École normale supérieure de Lyon au sein du laboratoire Environnement, Ville, Société. Elle a collaboré avec le RISC pour son recueil à Montréal de septembre à décembre 2022, où elle a pu réaliser des études terrain principalement dans la région de Montréal. Elle travaille actuellement comme attachée temporaire excusez-moi, à l'enseignement et à la recherche à l'Université Bretagne-Sud au sein du laboratoire Géoarchitecture. Donc, sans plus tarder, Mélisse, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je vais commencer par partager mon écran, comme ça ce sera fait. Hop, euh, et Ça je s'en vais vient. mettre en plein écran. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien. Moi, c'est encore en train de charger. Je ne sais pas pour les autres. Je ne sais pas si c'est juste moi. Ah non, c'est bon. Ben, c'est là pour. On le voit Super, maintenant. excellent. Vous me dites si ça défile pas, vous n'hésitez pas à me stopper. Parfait. Donc merci beaucoup. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter quelques résultats donc, de ma thèse qui effectivement a été soutenue en octobre 2025. Elle avait commencé en octobre 2021. Donc ce webinaire, c'est évidemment l'occasion pour moi d'abord de remercier le RIS, puisqu'effectivement le RIS m'a hébergé, mais surtout a mis en lumière mon travail avec un premier webinaire réalisé il y a environ un an, il me semble, et puis ce second webinaire qui s'intitule Les pollutions liées aux inondations urbaines, amplifier les attentions sélectives, réduire les effets de silo, considérer les sinistrés. Après cette présentation, ce que je veux dire, c'est que cette présentation, c'est aussi l'opportunité pour moi de remercier les gestionnaires en fait qui ont pris du temps pour répondre à mes questions. Donc de cette façon, je vais vous partager quelques-uns de mes résultats, mais je vais aussi essayer très humblement de vous partager aussi quelques pistes de réflexion pour agir. J'ai essayé de me mettre à la place de ces gestionnaires. Mes recommandations, elles sont formulées sur des slides en bleu à titre indicatif. Et de nouveau, je voudrais souligner en fait le dévouement de ces gestionnaires pour leur communauté. Et je sais que ma thèse leur doit beaucoup et j'espère qu'ils sont présents parce que j'ai invité quand même certaines personnes et surtout j'espère qu'ils pourront échanger avec moi à la fin sur ces quelques recommandations. Voilà, donc c'est parti. Donc dans un article de Radio-Canada intitulé Après les inondations, le désastre écologique, revenant sur les crues printanières québécoises de 2019. Le journaliste explique: l'eau qui a inondé des milliers de résidences au Québec laisse derrière elle des débris et des ordures bien visibles, mais elle transporte également des contaminants et des polluants. Cet article, il insiste particulièrement dans un premier temps sur le manque de connaissances concernant ces matières. Il est écrit: on ne sait pas exactement ce qui se trouve dans le mélange parce qu'on ne sait pas ce qui a été stocké aux alentours des endroits qui ont été inondés. Deuxièmement, l'article pointe aussi l'absence de travaux pour documenter la dangerosité potentielle de ces matières polluantes. Il est écrit: ce qui compte, c'est qu'on revienne rapidement à la vie, soi-disant normale, sans se préoccuper qu'un changement se soit peut-être produit dans l'environnement après l'inondation. En effet, les recherches qui portent sur les inondations, elles se focalisent surtout sur l'aspect quantitatif de ce phénomène, à savoir l'excès d'eau, et mon travail propose justement de déplacer la focale en étudiant des enjeux qualitatifs, à savoir les pollutions engendrées par les inondations en France et au Québec, dans un double contexte de changements environnementaux et d'urbanisation. Rapidement, quelques éléments sur le cadre théorique de ma thèse. En sciences naturelles ou en sciences de l'ingénierie, la pollution, elle fait référence à la dégradation d'un milieu du fait de la présence d'un agent physique, chimique, biologique que l'on présente comme anormal, c'est le fameux polluant. Et la pollution, à la différence du simple terme de contamination, induit des conséquences négatives pour la santé des êtres vivants.
Moi, j'ai fait le choix de me détacher de cette définition et j'ai emprunté plutôt la définition de l'anthropologue Mary Douglas qui nous dit que la pollution est une matière qui n'est pas à sa place. Ensuite, je me suis saisie du concept de métabolisme urbain. Cette métaphore organiciste, elle nous permet de décrire l'inscription des sociétés dans leur environnement via l'extraction de ressources, leur transformation, leur circulation, mais aussi le rejet de matière. Et le métabolisme urbain, il est justement perturbé lors des inondations. Et les matières déplacées en dehors des réseaux métaboliques vont pouvoir alors être envisagées comme des pollutions. Par exemple, donc première illustration, les représentations modernes de l'eau, elles mettent surtout l'accent sur sa pureté. Or, dans le contexte des inondations, non seulement l'eau qui circule est loin d'être transparente et calme, mais l'excès d'eau peut également être considéré comme une forme de pollution, car elle franchit une ligne et occupe une place où elle ne devrait pas être. L'eau devient la saleté même. Deuxième exemple, les inondations peuvent déplacer des matières potentiellement dangereuses, jusqu'ici canalisées et ordonnées dans le métabolisme urbain, qui est alors perturbé. Par exemple, les réseaux unitaires d'assainissement peuvent se retrouver saturés et ils vont alors déborder dans la rue et dans les maisons. Troisième exemple, les inondations peuvent aussi déplacer des matières qui deviennent des pollutions du fait de ce déplacement. Par exemple, un meuble peut être charrié par l'eau, puis échouer, endommagé sur la parcelle du voisin, et finalement être considéré comme un débris lors de la phase de nettoyage. Mon travail, il se structure autour de deux axes de recherche. Dans un premier temps, j'ai souhaité caractériser les pollutions avant le risque et après la catastrophe, en étudiant le discours des acteurs ayant davantage d'influence sur l'action publique, à savoir les scientifiques, les gestionnaires, les médias. Et dans un second temps, j'ai souhaité étudier les façons dont les personnes sinistrées vivent avec les pollutions avant, pendant et après les inondations. Et j'ai également documenté l'impact inégal de ces matières sur les corps et les émotions de ces personnes sinistrées. Quelle a été ma méthode? Alors, la sélection des terrains, elle s'est opérée en entonnoir pour interroger de façon comparative une diversité d'échelons territoriaux. J'ai d'abord réalisé 30 entretiens avec des scientifiques français et québécois qui étaient tous spécialisés dans l'étude des inondations, qu'ils aient une diversité de questions et aussi de disciplines. Les entretiens menés auprès donc, de ces scientifiques, à l'échelle nationale ou provinciale, ont été pensés comme une porte d'entrée pour la sélection de terrains métropolitains cette fois-ci, enquêtés cette fois-ci à travers le discours des opérationnels et le discours des médias. Étant donné l'identification d'associations justement par ces scientifiques de pollution à des phénomènes d'inondation qui donc méritaient d'être davantage investigués. J'ai réalisé 35 entretiens avec des gestionnaires qui étaient tous des spécialistes des inondations dans différents services et à différents échelons. J'ai créé aussi un corpus médiatique d'environ 1630 articles de presse, une presse locale, journalière, qui traitait des inondations. Ces articles. Euh, Au Québec, mon attention, elle s'est concentrée sur les crues de 2017 et 2019 dans la région de Montréal. J'ai choisi d'enquêter plus finement les villes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Vaudreuil-Dorion, Laval et Rigaud. Et j'ai également étudié la ville de Québec. Depuis 2013, la ville a connu une succession d'inondations et en 2018, une inondation liée à la présence d'un embâcle a particulièrement été médiatisée. En France, j'ai choisi d'enquêter les villes de Corbeil-Essonnes, Longjumeau, Nemours et Villeneuve-Saint-Georges, du fait des crues de 2016 et 2018 qui se sont produites en région parisienne. J'ai également étudié la ville de Marseille, étant donné la médiatisation du charriage des déchets jusque dans la mer, causée par les inondations par ruissellement en 2021 et 2022. Enfin, j'ai interrogé des sinistrés, j'ai enregistré 63 entretiens. Et au cours de ces entretiens, j'ai également créé un corpus de 98 photographies pour initier des questionnements complémentaires à l'analyse de l'ensemble de ces corpus. Je me suis concentrée sur l'étude de 4 quartiers. Donc dans la région de Montréal, je me suis rendue à Vaudreuil-Dorion, où le lac des Deux Montagnes a débordé. Et j'ai rencontré des populations habitant des maisons plutôt luxueuses, aisées. Je me suis également rendue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac où une digue s'est rompue en 2019 et j'ai échangé avec des populations qui vivaient donc dans des lotissements ou dans des maisons dites mobiles.
J'ai réalisé aussi du porte-à-porte en France, à Villeneuve-Saint-Georges, à proximité de Lierre. Dans ce quartier, on trouve des maisons de lotissement, on trouve aussi des personnes de la communauté dite du voyage qui vivent dans des caravanes. Et je me suis également rendue à Nemours, où les crues de 2016 ont été préjudiciables pour les habitants du centre-ville, qui vivaient dans des maisons mitoyennes à proximité du loin. Je vais maintenant vous présenter mes résultats. Premier axe, questionner les pollutions comme un problème ou non. Alors déjà, il faut mentionner la grande diversité des pollutions que j'ai rencontrées au cours de ma recherche. Vous les voyez ici inscrits donc dans ce tableau. Je les ai classés dans des catégories qui renvoient également en interne à une diversité de formes, d'origines, de conséquences. Donc vous retrouvez les déchets et les débris, les micropollutions, les produits chimiques, les hydrocarbures, les matières organiques, les cadavres notamment d'animaux, les matières minérales, tout ce qui va sortir des réseaux d'assainissement, l'eau sale, les aliments qui pourrissent d'ailleurs, la boue et ou les sédiments, les bactéries, les moisissures et les champignons. Et j'ai réalisé cette classification à partir de l'étude des entretiens et de la définition de Mary Douglas. En fait, les matières décrites comme déplacées et dangereuses du fait précisément de ce déplacement, elles ont été comptabilisées puis catégorisées par mes soins, sans pour autant avoir été expressément nommées comme des pollutions, notamment dans le discours des divers enquêtés. Mais ces pollutions, elles ne sont pas envisagées comme un problème pour l'ensemble des discours que j'ai interrogés. Un problème, ce n'est pas un problème social, public, politique. Par exemple, parmi les 1632 articles que j'ai présélectionnés qui évoquaient des inondations, seulement 93 d'entre eux parlaient des pollutions ou des polluants. Et seulement 83 d'entre eux mentionnaient des pollutions qui étaient directement liées aux inondations. On peut dire donc que la question des pollutions en période d'inondation n'a pas été surmédiatisée. Ensuite, pour 65% des scientifiques interrogés, la pollution causée par les inondations n'est pas un problème. 28% de ces pollutions bénéficient d'un intérêt émergent au sein de la communauté scientifique et 28% de ces pollutions et seulement 12% de ces pollutions sont considérées comme préoccupantes. Du côté des sinistrés, 68% d'entre eux estiment que les pollutions causées par les inondations ne sont pas un problème pour les sinistrés. Enfin, du côté opérationnel, seulement 2 gestionnaires sur 35 considèrent les pollutions comme un problème. Par exemple, un gestionnaire explique qu'il ne parvient pas à quantifier le degré d'importance accordé aux pollutions lors des inondations. Il nous dit c'est difficile à quantifier, étant donné que je ne me suis jamais vraiment posé la question. Ça a été géré au moment même, mais j'aurais du mal à le quantifier, parce qu'il y a beaucoup d'autres problématiques liées aux inondations. Mais je veux dès maintenant nuancer cette affirmation selon laquelle les pollutions ne constituent pas un problème. En fait, il existe des pollutions plus préoccupantes que d'autres pour les gestionnaires et les scientifiques. En fait, ils envisagent comme potentiellement problématiques les pollutions qui sont surtout liées au dysfonctionnement des réseaux et des infrastructures. Autrement dit, au dysfonctionnement qui touche le fameux métabolisme urbain, notamment du fait de conséquences en chaîne. On peut prendre par exemple euh, la perturbation par les inondations des réseaux et des infrastructures qui permettent notamment la collecte, mais aussi le traitement des déchets. Premièrement, l'eau des inondations, elle peut ruisseler dans une déchetterie. Elle charrie alors les contaminants en dehors du site qu'elle traverse, du fait de la composition des déchets souillés, et les pollutions vont donc se retrouver dans une diversité de milieux récepteurs. Deuxièmement, la collecte des déchets est perturbée sur le territoire. Alors que le nombre de déchets augmente du fait des dommages, mais aussi du fait de la production de nouveaux déchets par des habitants notamment non impactés par les inondations, les gestionnaires peuvent décider de fermer les déchetteries pour réduire les risques de dommages sur ces infrastructures, qu'ils souhaitent opérationnelles très rapidement après la crise. Les déchets sont alors stockés dans des zones temporaires. Néanmoins, du lixivia, en fait c'est ce fameux jus de poubelle, peut s'échapper de ces piles de détritus mouillés et le sol va alors se retrouver contaminé. Cet exemple, il illustre le rôle des réseaux, donc ici le rôle des réseaux liés à la collecte des déchets, donc le rôle des réseaux dans la diffusion des risques et donc d'un dysfonctionnement généralisé dû à des enjeux d'interdépendance.
Dans cette logique, les gestionnaires, comme les scientifiques, se sont montrés concernés par les enjeux de contamination de l'eau potable. Les gestionnaires ont mentionné les avis de non-consommation et les consignes concernant l'ébullition de l'eau. Ils m'ont aussi expliqué que ces dysfonctionnements à l'origine de pollution pouvaient être provoqués parfois volontairement lors de surverses, toujours dans une logique de protection des infrastructures du métabolisme urbain. En fait, en période de crue, les gestionnaires peuvent choisir de déverser des eaux non traitées dans l'environnement pour éviter des conséquences jugées plus dommageables sur le long terme. On cherche notamment à préserver les usines de traitement de trop forts débits d'eau qui pourraient détruire le fonctionnement de ces infrastructures critiques. En France, les chercheurs et les gestionnaires, ils ont parlé de ces phénomènes, ils mentionnaient des systèmes de bypass et de déversoirs d'orage. En fait, ici, les réseaux peuvent être envisagés comme une source directe de pollution, avec cette histoire de surverse, comme une source indirecte de pollution, avec par exemple le débordement des égouts saturés, mais aussi une source de propagation de la pollution, avec cet exemple des eaux potables contaminées et des avis d'ébullition. Ainsi, il existe des degrés de préoccupation qui dépendent du type de pollution et de ses conséquences. Mais l'existence d'un caractère problématique, ça varie également en fonction de l'échelle spatiale à laquelle on considère les pollutions. En fait, les scientifiques estiment qu'au niveau local, les gestionnaires et les autorités prennent en compte ces risques de pollution, en anticipant par exemple l'installation de zones, d'infrastructures industrielles dans les zones inondables. Ils pointent aussi l'existence de guides pratiques qui témoignent de connaissances techniques sur des zones de stockage temporaire ou les méthodes de tri concernant les déchets. On peut citer par exemple le guide du CEREMA. Donc le CEREMA, c'est le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement en France, qui s'intitule donc ce guide La prévention, prévention et gestion des déchets issus de catastrophes naturelles. Où vous avez le guide du CEPRI. Donc le CEPRI, c'est le Centre européen de prévention du risque d'inondation que vous avez donc juste ici, pardon, en photographie. Ce guide, il s'intitule Les collectivités territoriales face aux déchets des inondations, des pistes de solutions. Mais en fait, les scientifiques estiment aussi que ces connaissances ne sont pas systématisées, nous dit l'enquêté numéro 23, et l'enquêté numéro 14 nous dit que cette question, elle reste l'apanage d'un petit nombre de personnes sachantes. En plus, donc en fait, plus l'échelle elle est fine, plus la compréhension et le niveau de préoccupation concernant ces pollutions est important. Par exemple, les gestionnaires qui ont cité le plus de pollution, ils travaillaient à l'échelle de la commune et non à l'échelle nationale, provinciale, intermunicipale, régionale, départementale. Et le caractère problématique de certaines pollutions est davantage accentué dans certains territoires plutôt que dans d'autres en fonction précisément de ces types de pollution. On peut prendre l'exemple des déchets à Marseille, qui ont été largement reportés notamment dans le corpus de presse, mais aussi des hydrocarbures à Nemours, et enfin des moisissures au Québec. En effet, 16 sinistrés québécois sur 33 ont reçu des informations au sujet des moisissures. Les sinistrés mentionnent effectivement avoir été particulièrement informés sur ces pollutions grâce aux médias, aux réunions publiques et à la diffusion de consignes qu'un habitant ici m'a permis de photographier et que vous avez sur cette slide. Alors, à partir de ce premier axe de résultat, quelles seraient éventuellement les pistes de réflexion plus concrètes? Ben, j'ai envie d'encourager l'adoption d'une approche élargie des pollutions pour considérer la diversité de leurs formes, de leurs conséquences, de leur origine. Moi, j'ai réussi à le faire en m'appropriant en fait la définition de Mary Douglas, en considérant les déplacements qui dérangent, la matière que l'on veut remettre à sa place, que l'on veut faire disparaître, nettoyer, pour sortir d'une approche uniquement centrée sur les conséquences, notamment sur la santé et les milieux. Mais je pense que du côté gestionnaire, ce qui pourrait être intéressant, c'est de poursuivre cet effort de comparaison pour apporter un regard neuf sur des situations vécues à l'échelle de son territoire. Et par exemple, dans le cas des pollutions liées aux inondations, l'expertise des Québécois en matière de moisissure, elle peut sûrement éclairer des situations en France. Et puis, j'ai envie d'encourager euh, cette attention qui existe à l'égard de certaines pollutions, mais cette attention qui est parfois sélective ou en tout cas plus locale. On l'a vu donc par exemple avec les déchets.
On peut se baser sur des guides existants, essayer de généraliser ces protocoles. Et d'ailleurs, ces guides, ils se sont inspirés de réflexions nord-américaines suite aux dommages causés par la tempête Sandy en 2012. Donc on voit bien que cette idée de comparaison peut être intéressante. Mais attention néanmoins, concernant les déchets, j'ai une petite réserve, disons, c'est que ça peut conduire à l'invisibilisation de d'autres pollutions. En effet, les déchets sont visibles et très nombreux, mais quid des pollutions invisibles, mais tout aussi toxiques, ou des pollutions qui adviennent des mois, voire des années après les inondations. Deuxième axe de résultats, c'est de tenter de vous expliquer les raisons mobilisées par un ensemble d'acteurs pour expliquer cette absence de problème. Première grande famille de raisons, disons, c'est le manque de connaissances sur la présence, le devenir et la dangerosité des pollutions. Si peu d'études sont menées sur les pollutions causées par les inondations, il devient plus difficile d'en faire une préoccupation pour la société. Et si cette pollution n'est pas considérée comme un danger qui nécessite une mise à l'agenda politique, alors peu d'études sont conduites pour renseigner ce phénomène. Et là, on voit apparaître un cercle vicieux. Deuxième type d'explication, ce sont des raisons liées à des enjeux de responsabilité. Pour commencer, dire d'abord que la recherche, elle est faite de silos disciplinaires et thématiques. Donc, par exemple, les scientifiques qui travaillent sur les inondations travaillent pas forcément avec les scientifiques qui travaillent sur les pollutions. Et ça va créer ce qu'on pourrait appeler des trous dans la raquette, en quelque sorte. Ce cloisonnement, il est aussi présent au sein des services opérationnels. Les gestionnaires qui expliquent qu'ils ne... Enfin, pardon, ces cloisonnements qui structurent les services, ben, c'est une des raisons majeures avancées par les gestionnaires pour expliquer l'absence de problématisation politique de ces pollutions. En fait, c'est même la deuxième raison la plus avancée par les gestionnaires. En France, par exemple, un gestionnaire en charge de l'entretien des cours d'eau à l'échelle du bassin versant explique avoir exprimé des réticences à prendre en charge les déchets générés par les crues qui se sont dispersés dans les rues, sur les plages et dans la mer. Il nous dit, nous, on n'a pas à gérer la mer, on n'a pas à gérer dans les rues, mais on a fait des grosses campagnes de ramassage de déchets dans les cours d'eau. Ça a été un vrai débat. Ça a été un vrai débat. Les puristes diraient que c'était pas à nous de le faire. Vu qu'on avait pas mal de travaux sur la végétation à faire post-crue, on en a profité pour enlever des déchets. On retrouve aussi cette façon de se renvoyer la balle entre services au Québec. Par exemple, certains gestionnaires ont expliqué que la coordination, notamment entre les bureaux de projet, donc qui dépendent du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui travaillent sur les inondations, n'était pas toujours très fluide avec, par exemple, les OBV qui dépendent du ministère de l'Environnement et qui sont parfois, en fonction de leur territoire, amenés à travailler sur les inondations. Les gestionnaires interrogés distinguent aussi les responsables en charge des inondations qui agissent en fonction de la loi sur la sécurité civile, avec comme responsabilité la protection des personnes et des biens, d'un côté, et de l'autre, les spécialistes sur les questions de l'environnement, en mentionnant notamment un acteur qui est revenu régulièrement dans mes entretiens, qui était Urgence Environnement. En fait, euh, un gestionnaire de la sécurité civile québécoise m'explique, je le cite, malgré tout, on s'associe avec, par exemple, le ministère de l'Environnement, qui a une responsabilité en fonction de la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, c'est un peu à eux de venir, de s'assurer de la prise en compte de ces éléments-là par rapport aux pollutions environnementales, aux pollutions de l'eau. Ainsi, les spécialistes des inondations se mettent à distance des experts de l'environnement, y compris lorsque les inondations impliquent une dégradation des ressources environnementales. Ces effets de silo concernent aussi le partage des compétences entre différents échelons territoriaux, des enjeux de responsabilité qui s'expriment aussi dans la façon de blâmer parfois les sinistrés dans l'apparition et la prise en charge des pollutions. Pour illustrer ce point, on peut prendre l'exemple des tensions qui sont survenues entre certains sinistrés et certaines municipalités concernant par exemple la remontée des réseaux d'évacuation. En effet, les sinistrés ont questionné ces possibles défaillances dans l'entretien et la gestion de certains réseaux, ce qui était justement contesté par ces municipalités mises en cause.
Troisième grande famille de raisons qui expliquent que les pollutions ne soient pas considérées comme un problème politique, ce sont des raisons liées à la gestion même des pollutions. En fait, les pollutions lors de la crise, elles ne sont pas considérées comme prioritaires. Elles peuvent devenir une préoccupation, notamment pour les sinistrés, une fois que la crise des inondations est passée. Et ce décalage temporel, d'ailleurs, explique la solitude que peuvent ressentir certains sinistrés face aux pollutions. S'il existe souvent des récits collectifs pour surmonter les inondations, les pollutions, elles restent un enjeu plus intime qui peut intervenir d'ailleurs des mois après les inondations. Et les sinistrés peuvent ressentir aussi de la honte. En effet, la pollution souille aussi les individus. Deuxièmement, la pollution, elle est souvent décrite comme un enjeu trop complexe à gérer. Autrement dit, à identifier, à mesurer, à contrôler, surtout concernant les micropollutions. Et là apparaît un discours un peu fataliste, résigné, puisqu'il n'existe pas de solution. Ces pollutions ne peuvent donc pas être envisagées comme un problème. Inversement, troisièmement, des pollutions peuvent être décrites comme contrôlées par les gestionnaires. Ainsi, comme la menace est maîtrisée, elle ne mérite pas d'être posée comme un problème social. Ici, la pollution n'est pas liée à l'inverse de sa dangerosité. Par exemple, un gestionnaire concernant les déchets nous dit: ça doit impliquer des ressources humaines supplémentaires et du matériel en termes de camions. On n'a pas eu écho que c'était ingérable de la part des municipalités. Un autre gestionnaire nous dit à propos, de la pollution de l'eau potable: c'est une pollution, mais contrôlable. Pendant 2 jours, c'est faites bouillir votre eau, et après ça, c'est terminé. Enfin, quatrièmement, des gestionnaires, des sinistrés et des scientifiques expliquent aussi que certains risques de pollution sont dissimulés pour éviter, par exemple, de créer de la panique auprès des sinistrés. Il peut aussi exister des enjeux de confidentialité en lien avec des impératifs de sûreté concernant, par exemple, des opérateurs privés. Puis dernière grande famille d'explications, ce sont les raisons donc liées à la matérialité même des pollutions. Les pollutions, elles peuvent être parfois décrites comme habituelles ou inversement exceptionnelles. D'un côté, les pollutions peuvent être banalisées du fait de leur récurrence, et de l'autre côté, elles peuvent aussi être minimisées du fait de leur caractère exceptionnel. Dans les deux cas, la temporalité de l'événement, pardon, donc l'événement lié aux pollutions, est utilisé pour décrédibiliser la potentielle dangerosité de ces dernières et donc la nécessité de mettre en place des actions pour les endiguer. Les acteurs ont aussi minimisé la quantité, la dangerosité, voire l'étendue des pollutions. Par exemple, justement concernant l'étendue, un scientifique nous explique. C'est-à-dire que l'inondation peut pénétrer les habitations par les canalisations d'évacuation des eaux usées. Ça fait des micro-pollutions à l'intérieur des bâtiments. Donc chacun peut être concerné à ce titre-là. Mais là, c'est local. Enfin, dernière raison dans cette grande famille, des raisons liées à la matérialité de la pollution, c'est cette idée de dilution. En effet, du fait de la dilution de la pollution, euh, ces dernières ne sont pas considérées comme dangereuses. Ici aussi, l'absence de prise sur les pollutions va faire naître un discours assez fataliste de la part notamment des gestionnaires. Et ce fatalisme participe à la naturalisation, voire l'invisibilisation des sources de pollution. Alors, quelques pistes de réflexion donc, en lien avec cette deuxième axe de résultats. Euh, Ça serait formidable en fait de faire des pollutions, à mon avis, un axe, enfin une question transversale à différents services. En France, il existe des outils intéressants comme la compétence GEMAPI, qui, à mon avis, ne sont pas suffisamment exploités pour relier à la fois les enjeux de pollution aux enjeux d'inondation. Et je pourrais y revenir si vous avez des questions à ce sujet. Je pense aussi qu'il faut considérer les pollutions comme un commun négatif. C'est une expression, enfin euh, un terme donc employé par Alexandre Monin. Les communs, généralement, ça désigne les ressources gérées de manière collective par une communauté. Autrement dit, la notion de commun, elle repose sur trois éléments. Premièrement, une ressource, deuxièmement, une communauté, et troisièmement, des pratiques pour établir des règles d'accès et de partage. Or, ici, la pollution est une réalité dont personne ne veut se charger, dont personne ne se sent responsable, mais dont nous héritons tout de même du fait de nos choix de production et de consommation. Reconnaître le négatif de ce commun, ça encourage à une prise en charge collective pour essayer d'en réduire les dommages environnementaux et sanitaires. Mais cela nous encourage aussi
et c'est ma troisième recommandation, ma troisième piste plutôt de réflexion, ça nous encourage aussi à traiter l'origine du problème plutôt que ses conséquences. Autrement dit, plutôt que de traiter les pollutions en urgence, en anticipant le risque ou en gérant la crise, il faut, à mon avis, questionner leur origine et notamment remettre en question les injonctions à la résilience. En effet, aujourd'hui, beaucoup de politiques en matière de risque insistent sur la résilience des réseaux et des individus en encourageant par exemple les individus à mieux attacher les cuves de mazout dans leur cave ou à à rendre obligatoire l'installation par exemple de clapets anti-retour. Mais derrière cette idée de résilience se cache souvent une injonction à résister au choc et à revenir à la normale le plus rapidement possible après la crise. Or, il me semble que parfois, c'est aussi encourager une approche plutôt techniciste quand ça concerne les réseaux, ou une approche plutôt moralisatrice quand ça touche les individus. En fait, in fine, en résistant ou en s'adaptant, on ne remet plus en question le fonctionnement de nos réseaux, qui sont pourtant à l'origine de crises, et on ne considère pas non plus cette question de façon plus structurelle et collective. Par exemple, l'urbanisation, elle conduit à l'extension des réseaux, et à l'imperméabilisation des sols. Elle provoque donc aussi davantage de ruissellement si il y a des pluies intenses et ça conduit à des inondations, voire à des débordements des réseaux d'assainissement unitaires. Et donc il faudrait plutôt interroger la soutenabilité de ce système et notamment apporter des solutions comme la végétalisation. À l'échelle du collectif aussi, on peut souligner par exemple que dans une volonté d'entamer ou de continuer une transition énergétique, l'État français, par exemple, par décret en 2022, a interdit l'installation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au fioul, ce qui donc réduit un potentiel risque de pollution si les cuves étaient amenées à être renversées en cas d'inondation. Troisième axe, le dernier, qui questionne en fait la prise en charge de ces pollutions plutôt par les habitants. En fait, pour gérer les pollutions, il n'existe pas de solution systématisée. Les gestionnaires doivent improviser dans l'urgence. De plus, j'ai démontré que la prise en charge des pollutions, elle reposait principalement sur les populations sinistrées. Confrontées plus directement aux pollutions, celles-ci marquent le corps des sinistrés. Ils peuvent souffrir de problèmes dermatologiques et ou respiratoires et ou digestifs. Ils se plaignent également de maux de tête. Enfin, les pollutions affectent aussi les émotions, puisqu'elles participent de la détérioration de leur santé mentale. La comparaison de différents terrains permet de mettre en évidence des situations aussi d'inégalité, voire même parfois d'injustice, vécues par les sinistrés concernant la gestion des pollutions dont ils ont la charge. Premièrement, ces injustices, elles concernent l'accès aux ressources pour minimiser les conséquences des pollutions. Par exemple, l'accès aux assurances est contrasté entre les Québécois et les Français, et entre les personnes aisées et les personnes défavorisées. Deuxièmement, ces injustices portent sur l'exposition aux pollutions. Celle-ci peut être réduite si des politiques municipales sensibilisent les sinistrés. Ça a été le cas par exemple à Sainte-Marthe-sur-le-Lac concernant les moisissures, on l'a vu. Troisièmement, les injustices sont liées à l'absence de participation au processus de décision concernant les pollutions. Quatrièmement, les injustices concernent la stigmatisation de populations souillées par les pollutions. Par exemple, les habitants des quartiers que j'ai définis comme aisés, pour minimiser les pollutions au sein de leur quartier, mentionnaient l'ampleur des dégâts dans des quartiers moins aisés. En fait, il pointait du doigt le fait qu'eux n'avaient pas été tant que ça impactés par les déchets et les pollutions, contrairement à d'autres territoires où ils avaient dû faire à des masses, des volumes incroyables de déchets. Ainsi, le stigmate de la pollution pèse sur une autre population déjà stigmatisée. Cette population peut aussi se sentir exclue des politiques de gestion des pollutions qu'ils perçoivent comme plus favorables aux populations aisées. Maintenant, quelques pistes de réflexion à partir de ces constats. J'ai encouragé précédemment à entamer une réflexion politique en fait sur les pollutions causées par les inondations, mais je pense que ce serait d'autant plus pertinent de le faire à partir des connaissances et dispositifs déjà mis en place par les habitants, parce que j'ai documenté aussi la façon dont les habitants vivaient en fait avec ces risques et ces pollutions quand elles advenaient. Comment ils les anticipaient, comment ils se protègent avec des gants, des masques, des combinaisons, comment ils essayent de minimiser le danger si jamais ces pollutions devaient advenir, en installant des pompes, en installant
enfin, en faisant des travaux avec des isolants plus imperméables, plus hydrofuges. Comment ils vont essayer aussi de faire disparaître ces pollutions avec l'organisation de corvées de nettoyage, mais aussi comment ils vont chercher à les documenter, notamment en les photographiant pour des enjeux liés aux indemnités en fait. Et je pense aussi qu'il est important de, certes, d'informer, de sensibiliser sur les pollutions, mais il faut, à mon avis, le faire en co-construction avec les habitants. Parce que, par exemple, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, les individus ont été sensibilisés au risque de moisissure, notamment en termes de conséquences sanitaires, et ils ont trouvé ces alertes particulièrement anxiogènes, pardon. Donc, première citation que vous voyez sur la slide, un sinistré nous dit la santé, la sécurité, ici il fait référence au ministère, ils nous ont fait un peu peur avec justement les bactéries puis tout ça. Un autre sinistré nous dit je peux te dire qu'ils nous ont beaucoup sensibilisés à ça. C'était bien important de désinfecter le sous-sol. Ça, c'est revenu, puis c'est revenu, puis c'est revenu. Je les ai trouvés fatigants avec ça. En fait, ces alertes, elles considéraient pas vraiment la réalité économique des sinistrés qui étaient justement confrontés aux moisissures. Et ce constat les a conduits à minimiser les conséquences négatives de ces pollutions pour justifier de comportements allant à l'encontre de leur savoir. Ce constat interroge donc sur la tournure des messages de vigilance des gestionnaires et des élus, qui laissent néanmoins aux sinistrés parfois la responsabilité de gérer seuls ces matières pourtant présentées comme très dangereuses. Plutôt que d'appuyer sur les ressorts de la peur, ces constats nous encouragent à envisager des registres sûrement plus engageants, collectivement pour inciter les acteurs à se saisir des pollutions, appréhendées donc comme des communs négatifs. Donc, j'arrive à la conclusion de cette présentation. Rappeler voilà ces quelques pistes de réflexion que je soumets au débat et avec lesquelles j'aimerais beaucoup échanger avec vous. Donc cette idée qu'il serait peut-être intéressant d'amplifier en fait des préoccupations politiques au sujet des pollutions, ces préoccupations qui existent, mais de façon peut-être un peu sélective ou trop locale, essayer voilà de les mettre davantage à l'agenda des questions politiques. Deuxième axe de réflexion, c'est cette idée d'engager la responsabilité de tous face à ces pollutions. Et troisième axe de réflexion, cette idée d'avoir une considération aussi pour la parole des sinistrés concernant la prise en charge donc de ces pollutions. Pour terminer, je voudrais rappeler aussi que il y a un peu d'ambivalence avec cet objet. En fait, les pollutions, elles se déplacent et elles franchissent des frontières entre l'extérieur et l'intime. Ici, vous voyez des livres qui ont été souillés par une pollution qui est venue, qui est rentrée dans les maisons, cette boue qui normalement a une place à l'extérieur, qui vient souiller un intérieur. Et aujourd'hui, moi, je m'intéresse de plus en plus à cette question des émotions pour comprendre les pollutions. Et je pense qu'il faut d'abord s'attarder aussi sur l'idée que il y a cette question de l'attachement dans les pollutions, parce qu'en fait, souvent, ce sont des objets qui deviennent des pollutions, mais des objets souillés qui enferment pourtant des souvenirs et qu'on va devoir jeter à regret. Il faut aussi comprendre comment la pollution, elle souille les individus et qu'elle devient un tabou intime. Et enfin, je pense qu'il faut aussi mesurer comment ces pollutions, elles participent de la perte de repères vis-à-vis de son chez-soi. Chez-soi, notion extrêmement chère aussi à Danielle Maltais, qui est donc chercheuse au risque et qui m'a aussi beaucoup aidé à comprendre ces enjeux de remise en question personnelle. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que voilà, ça a engendré des questions dans l'audience. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Plein de choses, en tout cas, apprises. Donc, je laisse la parole, j'ouvre la parole, dans le fond, aux gens qui veulent soit écrire une question dans le chat que je peux lire ou lever la main ou juste prendre la parole si il n'y a pas trop de personnes qui se pilent sur les pieds en même temps. Euh, donc, allez-y, n'hésitez pas, vous pouvez soit lever la main, prendre la parole directement ou écrire dans le chat. Je vais voir si les gens écrivent en même temps. Ou ça peut être aussi, sans que ce soit des questions, ça peut être juste des points de, une opinion, une discussion, donc n'hésitez pas.
J'ai la main levée de Clélia. Vas-y, tu peux juste prendre la parole. Je ne t'entends pas, par contre, même si ton micro est ouvert. Non, je ne t'entends toujours pas. C'est bon Peut-être. comme. Ah oui, là, c'est bon. Désolée pour ça. Pas de Euh, problème, ça va. merci beaucoup, c'était vraiment intéressant comme présentation. J'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était très complet. Puis ma question, en fait, c'est sur quelque chose que tu as mentionné vers la fin, l'importance des émotions, puis peut-être euh, aller vers un registre qui soit plus engageant. Puis je me questionnais peut-être, qu'est-ce qu'on entend par là? Quelles seraient des bonnes pratiques pour justement avoir un registre engageant versus tomber vite dans la peur puis la prévention, comme c'est ça. Merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'en fait, il faut... enfin, c'est une question qui se pose pour plein d'autres problématiques liées donc aux changements environnementaux globaux. Mais je pense que ce serait intéressant de ne pas justement tomber soit dans un registre anxiogène, mais aussi un registre fataliste. C'est-à-dire de montrer qu'il existe des solutions et des solutions qui effectivement concernent tout le monde. Aux États-Unis, ils ont ce système de community organizing que nous, en France, on n'a pas forcément, mais enfin, qui se présente sous d'autres formes, mais qui est vraiment cette idée de communauté qui se rassemblent à l'échelle des quartiers et qui traitent justement aussi assez abondamment de ces questions d'injustice environnementale et qui ont par exemple rédigé des guides de bonnes pratiques concernant ces pollutions en cas d'inondation, mais qui montrent bien aussi que ça ne se joue pas seulement à l'échelle de l'individu. Il y a quelque chose aussi d'interpellation grâce à ces outils, d'interpellation des élus et des élus à toutes les échelles. Mais aussi, en faisant ces guides-là, l'intention qu'ils ont, c'est aussi d'impliquer des scientifiques. Et c'est aussi, in fine, d'avoir un bel objet que l'on peut diffuser dans les médias, par exemple. Donc, euh, c'est intéressant de proposer des solutions. Peut-être, effectivement, c'est peut-être plus facile de s'imaginer des solutions à l'échelle de l'individu. Avec, par exemple, voilà, ces fameux clapets anti-retour. C'est vrai que c'est une très bonne chose que ce soit obligatoire, mais de ne pas en rester là, de faire en sorte que ces outils qui soient mis enfin, que ces outils qu'on rend obligatoires, que ces comportements un peu qu'on sollicite, qu'on aimerait, qu'on attend en fait de nos concitoyens, bah, ce soit pas une fin en soi. Il faut que ça serve aussi à une mobilisation plus générale, qui montre que voilà, tout le monde est responsable et qu'on a besoin aussi de politiques un peu ambitieuses, parfois pour interdire certaines choses, pour encourager d'autres, etc. Je pense que c'est important de sortir voilà, d'un registre anxiogène. Il y a des choses qu'on peut faire, mais en même temps de ne pas être dans une résilience qui ne pèserait que sur les individus. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, un point de discussion, qui veut prendre la parole ou l'écrire dans le chat? Les gens sont... Ah, Stéphane, je te laisse la parole, Stéphane. Si, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? OK, super. En fait, suite à ce que vous venez juste de dire en réponse à la question précédente, euh, je voulais savoir un peu plus si vous pourriez faire le lien. J'ai vu dans votre conceptualisation quelque part dans vos diapositives, vous avez parlé d'accès aux ressources, influence sur ou participation dans la prise de décision. Et là, vous avez évoqué la culture d'organisation communautaire. Euh, dans les entrevues, particulièrement avec les fonctionnaires publics, vous avez, on a vu un témoignage d'évitisme. Donc, de passer le ballon, comme vous l'avez dit, de passer la responsabilité,
à différents ministères ou différentes échelles de gouvernance, que ce soit de la province, plutôt une dévolution vers la localité et éventuellement l'individu. Et là, vous avez élaboré un peu sur la responsabilité collective, je pense axe 2 potentiellement, si je me rappelle bien. Vous l'avez mentionné comme, yes, OK, good. Et donc, pourriez-vous élaborer un peu plus pour nous qui étions au Québec, je connais moins le contexte en France, mais en termes d'action collective pour responsabiliser les autorités étatiques. Est-ce qu'il y a des actions en cours? Est-ce qu'il en devrait en avoir? Est-ce que ça, c'est une opportunité que vous voyez qui pourrait débloquer en fait cette culture d'évitisme ou de passer la responsabilité à d'autres instances de gouvernance ou bien éventuellement sur les habitants et les sinistrés? Merci pour cette question. Euh, alors, je vais essayer d'avoir une réponse un peu structurée. Première chose, c'est vrai qu'on a tendance, enfin, au sein des services, vous l'avez bien reprécisé, on a tendance aussi à dire parfois que c'est un peu la faute des sinistrés, que c'est à eux aussi de se prendre en charge quand les pollutions arrivent, et de les nettoyer. Ou effectivement, on renvoie sur d'autres services, etc. En fait, j'ai envie de dire que il y a un peu de vrai là-dedans, bizarre, dans le sens où effectivement, on est tous concernés. Donc, c'est juste quelque part de dire, ben, si le sinistré il avait fait ça, ça serait pas arrivé. Effectivement, si l'autre service avait pris en charge ça et puis qu'il avait mieux communiqué avec mon service, on aurait évité ça, sûrement. Euh, donc c'est plutôt une bonne chose en fait qu'au final on pointe des responsabilités diverses parce qu'en fait il y a des responsabilités multiples. Euh, Comment maintenant concrètement on peut faire en sorte que tout le monde se sente concerné, que, euh, que le citoyen se sente concerné, que les élus, que les gestionnaires, etc. Dans un contexte où je tiens aussi à le préciser parce que parfois je voudrais pas que ça fasse donneuse de leçons. En fait, les gestionnaires, ils ont déjà tellement de choses à gérer au moment de la crise que évidemment que ils gèrent la pollution dans l'urgence quand elle est visible, quand on vient la rapporter, mais c'est juste que dans un contexte aussi budgétaire très controversé, voilà, c'est compliqué d'à nouveau s'ajouter quelque chose sur la to-do list en période de crise. Donc c'est pas du tout jugeant de ma part, mais c'est de dire, voilà, de mettre en place des protocoles pour que ça devienne aussi des automatismes chez tout le monde. Et donc voilà, l'exemple que je donnais de ces community organizing aux États-Unis, c'est de dire, ben, on voit qu'il y a eu un problème, on a vu qu'il y avait eu des pollutions suite à des inondations, il faut réagir vis-à-vis de ça. Donc comme on voit bien qu'il y a un contexte politique qui fait que cette question, elle émerge pas pour différentes raisons, qu'elle n'est pas prioritaire, ben, nous, on décide d'en faire une question. Donc, on va mener, par exemple, on va arpenter le terrain avec des scientifiques parce qu'on a envie aussi que notre initiative, elle gagne en visibilité dans ces réseaux académiques pour que, ben, on puisse produire de la donnée parce qu'en fait, on n'est même pas véritablement sûr hein, que ces pollutions soient vraiment dangereuses. Il faut le mesurer, il faut le documenter, ça. Et donc, on décide d'associer des scientifiques à cet arpentage, à cette identification de risques possibles. Ah là, il y a une usine. Ah là, en fait, les égouts ils sont assez anciens. À cet endroit-là, par exemple, il y a un laboratoire pharmaceutique. Donc, si l'eau traverse ce laboratoire pharmaceutique, ben, ça peut engendrer des micropollutions, etc. On essaie d'identifier ces espaces-là. On essaie de se mettre autour de la table aussi avec des élus locaux en disant, bon, bah, qu'est-ce que concrètement on peut faire? On produit, voilà, des protocoles. Moi, je crois beaucoup à cette idée aussi de protocole et qu'on essaye ensuite euh, bah, de créer, enfin, de diffuser ces protocoles auprès des populations, mais aussi de les diffuser auprès des élus qui peuvent avoir des idées et qui peuvent aussi, du coup, prendre des décisions politiques. Et moi, je voudrais saluer aussi quelque chose, j'en profite. Euh, j'ai invité un certain nombre de gestionnaires à venir écouter ce webinaire, ces gestionnaires qui avaient pris de leur temps pour me répondre. Et en fait, c'était super chouette. J'ai eu des retours de gestionnaires qui m'ont dit, bah, en fait, suite à notre échange, bah, j'ai eu l'opportunité de creuser
cette question et on a mis en place un projet de recherche. Donc j'ai commencé seulement à voir ça et à fouiller, donc je pourrais pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui. Mais en fait, ces discussions, bah, ça a déjà donné lieu à des petites initiatives, donc ici à l'échelle locale, mais qu'il faudrait rendre davantage visibles dans les médias, rendre davantage visibles, nous, dans nos cercles scientifiques, ben, en communiquant. Et c'est un peu aussi ce que j'essaie de faire en communiquant aux scientifiques québécois et aux scientifiques français. Et puis aussi, voilà, en essayant d'aller toucher de nos élus, en essayant, voilà, de les mobiliser sur ces questions. Je ne sais pas si je réponds très bien à la question, mais voilà, ça m'a fait penser à tout ça. Merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Excusez-moi, j'étais sur mute, c'est moi qui parlais. Mais j'étais sur mute. Stéphane, je vois que tu as la main levée à nouveau. Ben, je peux poser une autre question pour suivre, Ben, vu vas-y. qu'il y a pas d'autres mains levées. Euh, En fait, et aussi, j'ai oublié de vous remercier pour la présentation qui était très, très intéressante, évidemment. Mais peut-être poursuivre, mais là, vous avez évoqué, en fait, quelques retombées inattendues du projet. Quelles seront donc les prochaines étapes pour vous en termes de recherche? Quelles opportunités ben, vous en avez cité quelques-uns, mais qu'est-ce qui vous accroche vraiment le plus pour une continuité de vos propres recherches ou bien des suggestions pour d'autres? Moi, j'ai vraiment envie d'aller travailler un peu cette question états-unienne parce que c'est arrivé un petit peu aussi sur le tard. J'ai vraiment envie, je pense, de creuser cette question hein, d'une approche avec les habitants, aussi une approche avec les émotions. Donc là, c'est actuellement deux choses que je suis en train d'essayer de construire. Il y a aussi, en fait, enfin, cette thèse, elle recouvre une diversité de matières. Donc ça, c'est vraiment, je pense, à la fois une richesse de mon travail, mais aussi une, une difficulté pour poursuivre. Et donc, du coup, c'est vrai que, et pour financer, en fait, parce qu'on dépend des financements. Euh, donc, c'est vrai que actuellement, on me sollicite plus sur la question des déchets post-catastrophe. Donc ça, je pense que ça va être un véritable axe de travail aussi pour moi dans les années à venir. Et on sent en fait voilà que ça émerge et c'est pour ça, hein, c'est les exemples que j'ai donnés dans ma présentation. On voit que voilà la question par exemple des déchets, ça commence à prendre, commence à y avoir voilà davantage de production, de préoccupation de la part d'un ensemble d'acteurs et à mon avis ça va pouvoir servir ensuite à ouvrir à d'autres pollutions. Mais voilà, je pense que je suis encore sollicitée sur ces questions-là. Et puis une autre pollution aussi qui émerge, c'est la question en fait des débordements des réseaux d'assainissement, notamment en ville en fait. Donc ça, voilà. Donc, je vais me concentrer sur la question des habitants, je pense, sur la question des émotions, parce que je pense qu'il définitivement il y a quelque chose à aller creuser. Sur la question donc ensuite probablement de pollution en particulier pour avoir les financements, pour continuer à faire de la recherche. Et aussi, je pense que j'ai un progrès à faire dans ma thèse, c'est-à-dire que j'ai essayé de demander aux personnes sinistrées que j'ai rencontrées des photographies. Et en fait, je me suis retrouvée en difficulté pour différentes raisons, parce que des fois, je me sentais pas très à l'aise en fait de demander, parce qu'il y a des gens qui prenaient déjà beaucoup de temps pour me répondre. Et sur le pas de la porte, c'est pas toujours très évident. À des difficultés aussi d'ordre tout simplement pratique. Soit les appareils photo marchaient pas, soit ils m'envoyaient les photos après, mais en fait, des fois ils oubliaient par mail alors qu'ils avaient dit qu'ils feraient, mais enfin, c'est tout à fait normal. Mais du coup, je pense aussi que moi, d'un point de vue personnel, quelque chose qui me titille en quelque sorte, ce serait vraiment d'essayer de travailler ce média qu'est la photographie parce que ça a été vraiment important dans ma thèse pour me faire réfléchir sur plein de choses. Mais je pense que j'aurais pu encore aller plus loin. Donc d'un point de vue théorique, de recherche et de méthode, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais aussi creuser pour travailler cette question du visible, de l'invisible aussi. Je pense que ça peut être très intéressant.
Voilà. Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un dernier point? Sinon, on va terminer le webinaire. Donc, juste une dernière chance pour lever la main. Sinon, ben, je vais prendre le temps de te remercier. Un grand merci pour la C'est moi qui vous présentation. remercie. Vraiment très intéressant. Ah, ben, il y a quelqu'un qui dit merci dans le chat. Donc, merci à vous tous d'avoir été là. Le webinaire va être là, va être sur notre chaîne YouTube en début de semaine prochaine. Donc, merci Merci beaucoup à tout le beaucoup. monde.